Mystérieuse découverte de 1500 œuvres volées par les nazis, des Matisse, des Renoir et bien d'autres. Elles étaient dissimulées dans un appartement à Munich. Je pense que c'est la plus grande découverte de peinture volée pendant l'Holocauste ces dernières années. Les droits de la propriété sont un élément très important d'une société civilisée. L'Allemand Cornelius Gurlitt. Spoliation des Juifs d'Europe centrale. D'une valeur estimée à 1 milliard d'euros. Le devoir moral de la France, c'est de restituer ses œuvres, même 60 ans après. L'affaire Gurlitt a donné un retentissement mondial à l'histoire encore discrète de la spoliation d'œuvres d'art par les nazis. 1500 toiles enterrées dans un appartement munichois, parmi lesquelles des Matisse, des Chagall, des Renoir. C'est cette histoire-là qui a fait que l'histoire des œuvres d'art cachées, volées, pillées est apparue comme un roman feuilleton, un roman policier incroyable, alors que ça faisait partie de tout un processus de déshumanisation et de déculturation de l'Europe. Le musée de Berne a été désigné comme dépositaire de ce qu'on a appelé la collection Gurlitt. À charge pour lui désormais de nous révéler les trajectoires de ses œuvres et de les restituer à leurs propriétaires légitimes. Sur fond d'histoire de trahison, de pouvoir, d'argent et de fascination pour l'art, Hitler avait aussi entrepris la nazification de l'Europe à travers un génocide artistique. La spoliation des œuvres est l'un des derniers passifs de la Deuxième Guerre mondiale. 100 000 œuvres d'art volées et 1 million de livres détruits rien qu'en France. Voici l'histoire exemplaire de 3 œuvres d'art, 3 tableaux majeurs volés à 3 grands collectionneurs européens. Profil devant la cheminée de Henri Matisse, patrimoine de Paul Rosenberg. Soleil d'automne de Egon Schiele, du collectionneur autrichien Karl Grunewald. Et L'homme à la guitare de Georges Braque, propriété d'Alphonse Kahn. 3 œuvres symbolisant cet art moderne qualifié par les nazis d'art dégénéré. L'art qu'Hitler avait entrepris d'éradiquer totalement au nom de la purification de la culture, tout en l'utilisant comme monnaie d'échange. Le processus de pillage était très important. Il y avait des catégories, comme partout dans le nazisme. Il y avait le bon art, l'art classique. Il était destiné soit à la collection de Hitler, soit à la collection des musées allemands, ou alors à la collection de Göring. Puis il y avait un autre type d'art, l'impressionnisme, qui allait au ministère des Affaires étrangères ou dans les ambassades allemandes. Et puis, il y avait l'art dégénéré. L'art dégénéré étaient les tableaux, par exemple, de Picasso ou de Matisse, qui étaient négociés puis vendus ou échangés sur le marché parisien. Même si cet art n'était pas apprécié, était complètement dénigré publiquement par le régime nazi, ils en avaient parfaitement conscience qu'il y avait une dimension financière importante et qu'on ne pouvait pas détruire ces tableaux, qu'il fallait mieux les monnayer et contribuer à l'effort de guerre. L'art dégénéré est pour lui un art qui vient d'un esprit dégénéré. Il parle tout spécifiquement du cubisme, du surréalisme et du dadaïsme. C'est incroyable de penser que la même personne peut aimer à la fois Michel-Ange et la Joconde et avoir en même temps l'idée de créer l'Holocauste. À Paris, de nombreux collectionneurs d'art sont juifs. Ils seront donc prioritairement visés par la spoliation. La capitale était avant-guerre et restera pendant l'occupation la plaque tournante du marché de l'art. Alphonse Kahn est un grand collectionneur anglais vivant à Paris. Dans ses collections figure L'homme à la guitare de Georges Braque, œuvre majeure et fondatrice du cubisme. En 1940, il a déjà fui vers l'Angleterre. Alphonse Kahn était un dandy élégant, banquier, collectionneur d'art, qui avait commencé par collectionner les tableaux anciens,
les objets d'art précolombiens, africains, les meubles. Il avait un goût très éclectique et très sûr. C'est un homme assez étonnant. Il a la fascination pour l'art moderne dès 1910, 15, après la guerre, juste après la Première Guerre mondiale, et il achète. Alphonse Kahn achetait des Picasso, cubistes purs, sachant pertinemment que c'était des tableaux extrêmement difficiles et non compris du grand public, mais avec détermination et dans un volume sans précédent. Au moment de l'occupation, les services spécialisés allemands arrivent. Au besoin, les policiers français aident, parce que quand même, il y a pleine collaboration, il faut appeler les choses par leur nom. Et Kahn se fait spolier, il est parti pour l'Angleterre 1 an avant ou 2 ans avant, Kahn se fait spolier dans sa maison de Saint-Germain-en-Laye. On est en octobre 40, hein, c'est tout au début. Hein. En Allemagne, avant le début de la guerre, ils avaient établi une liste des œuvres qu'ils voulaient. Dès le tout premier jour de l'occupation de Paris en 1940, ils ont commencé à piller les objets, dans les galeries en particulier. Sur ces listes figure tout naturellement Paul Rosenberg, personnage central du marché de l'art parisien. Début 1940, désireux de mettre à l'abri sa famille et ses œuvres les plus importantes, parmi lesquelles Profil devant la cheminée de Matisse, il fuit la capitale pour le sud-ouest. Le collectionneur est l'une des cibles prioritaires des nazis, tant sa collection est réputée et reconnue. Dans sa célèbre galerie cohabitent impressionnistes majeurs et chefs-d'œuvre de l'art moderne. Avec Picasso, Braque et Matisse, Paul Rosenberg a développé des liens de marchands et des liens d'amitié. Quand vous avez de grands collectionneurs comme ici, ils aident les artistes à développer leur carrière. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec Paul Rosenberg. C'était pas simplement celui qui passait commande et qui vendait, c'était pas un négociant. C'était peut-être aussi un peu un impresario. Il en faisait la promotion, il les accompagnait et puis il leur passait commande aussi. En tout cas, il les suivait. C'est un marchand d'art qui traitait directement avec Picasso, Matisse, Braque et Léger. Dans les années 20 et 30, c'était un homme qui contrôlait une partie de l'art moderne. En 1939, les nazis organisent à Lucerne une grande vente d'art dégénéré pillé dans les musées allemands. Tous les bénéfices sont utilisés pour alimenter l'effort de guerre. À cette vente se sont pressés les collectionneurs du monde entier et les directeurs de musées du monde entier, parce qu'il y avait des œuvres magnifiques mises sur le marché à un prix défiant toute concurrence. Et il y avait foule. Et mon grand-père avait dit nous n'achèterons pas ces œuvres. Nous ne donnerons pas un sou aux nazis parce que de toute façon, cet argent nous retombera sur la tête avec des bombes. Et donc, il était repéré comme étant un réfractaire aux nazis et il était sur une liste noire. Et si bien qu'il a fermé sa galerie et ils se sont repliés à côté de Bordeaux. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que l'illusion qu'on allait pouvoir remonter à Paris, réouvrir la galerie, était présente. C'est-à-dire qu'il écrivait à Matisse, vous allez voir, je vais revenir à Paris au mois d'avril ou au mois de mai, pensez, avril ou mai 40, et rouvrir la galerie, on va faire une superbe exposition, etc. Paris, das heiß ersehnte Ziel ist erreicht. Au début, aucun collectionneur, les Rothschild, les Rosenberg, les Kahn, ne pouvait imaginer être pillé d'une façon aussi systématique et organisée. C'était impensable. Peut-être voulaient-ils d'abord protéger leurs œuvres des dégâts de la guerre, des troubles de la guerre. Il fait venir beaucoup de ses tableaux dans le sud-ouest de la France, à côté de Bordeaux, et il loue un coffre à la BNCI, Banque nationale du commerce et de l'industrie, qui avait un coffre à Libourne, une chambre forte, se disant, voilà, bon, ben là, ils seront bien à l'abri, et Braque, qui lui rend visite, loue le coffre à côté de lui. Libourne est alors en zone occupée, et les persécutions contre les Juifs y sont de plus en plus fréquentes.
Il a dû fuir très vite et il a laissé beaucoup de choses derrière lui. Et puis mon grand-père, ma grand-mère et ma mère, donc déchirement des familles, passent la frontière à Hendaye pour fuir à travers l'Espagne et gagner le Portugal. Et ils ont pu miraculeusement se sauver, prendre le bateau au milieu des mines et des sous-marins et gagner l'Amérique. Paul Rosenberg va cristalliser la jalousie. Donc il y a des intermédiaires qui vont dénoncer Paul Rosenberg. Il y avait des gens qui voulaient négocier, qui voulaient un pourcentage, une commission. Ou alors ils recevaient des paiements issus de ventes de la collection Rosenberg en échange de leurs informations. Si bien que quand les nazis en 1941, la Gestapo aidée des autorités françaises ont forcé les coffres de la banque pour piller ce qu'il y avait dedans, ils ont pillé à la fois le coffre de mon grand-père et le coffre de Braque. La collection et le stock de Paul Rosenberg est transféré 5 septembre 1941 au musée du Jeu de Paume. Hermann Göring, numéro 2 du Reich et chef de la Luftwaffe, utilise le musée du Jeu de Paume pour en faire le grand dépôt de toutes les œuvres volées. C'est là que, fin 1941, se retrouveront à quelques mètres l'un de l'autre l'homme à la guitare, le Braque d'Alphonse Kahn, et profile devant la cheminée, le Matisse de Paul Rosenberg. Pour assurer les transferts des milliers d'œuvres volées jusqu'au musée du Jeu de Paume, Göring dispose de l'ERR, l'organe officiel de la spoliation. Göring prend sous son aile l'ERR, ce qui va donner l'occasion à l'ERR d'avoir des moyens de transport et des hommes à sa disposition pour envoyer des choses en Allemagne à intervalles réguliers. Göring avait un train personnel dont tout le dernier wagon était uniquement un entrepôt pour des œuvres d'art spoliées. Et Göring passait une grande partie de son temps à chercher à travers toute l'Europe des chefs-d'œuvre qui pouvaient piller à des familles pour constituer une collection énorme dans sa maison pour lui personnellement. Le grand maître de cet échiquier crapuleux, Hermann Göring, s'arroge tous les droits sur le destin des œuvres volées. L'homme à la guitare et profile devant la cheminée transite via ses réseaux personnels chargés également d'alimenter sa collection privée. Je les découvre, ces photographies, elles sont incroyables. Göring vient visiter le musée du Jeu de Paume. C'est le lieu de stockage des œuvres qui ont été pillées, spoliées aux familles juives. L'arrivée de Göring vient plus de 20 fois au musée du Jeu de Paume. Au mois de novembre 42, au mois de février 41, en mars 41, en avril 41, en mai 41, en juillet 41, en août 41, en décembre 41, en février 42, en mars 42, 14 mai 42 et novembre 42. C'est assez étonnant. L'homme passe sa vie, là. Hein. Il vient incognito. Et Göring, espèce d'horrible personnage, aime bien l'art dégénéré. Et il a une salle réservée qu'on appelle la salle des martyrs, où sont exposées toutes les toiles qui peuvent l'intéresser. Et là, il sert. Nous sommes ici sur une photographie qui représente la salle des martyrs. Et dans cette salle sont apposées, accrochées même à l'anglaise, toutes les œuvres considérées comme participant d'un art dégénéré. On reconnaît des œuvres de Chagall, des œuvres de Matisse, des œuvres de Picasso, nombreuses œuvres de Dali, Fernand Léger, Torres Garcia. Selon nous, le Braque est là. Et on voit bien à la fois la composition et la taille, parce que c'est un tableau qui est tout en hauteur et très peu large.
Le jeu de paume devient la plaque tournante de la spoliation nazie et de son marché parallèle. Une jeune employée du musée va, au péril de sa vie, traquer et consigner la traçabilité des tableaux. Elle jouera un rôle déterminant dans les restitutions d'après-guerre. Le patron du musée du Louvre, Jaujard, a demandé à une jeune femme d'origine très modeste, qui est Rose Valland, qui va jouer un rôle décisif, d'être sur place et de voir ce que font les nazis. Elle observe, elle va aller fouiller, dit-on, dans les poubelles pour obtenir les duplicata de tout ce qui est inscrit. Elle va essayer d'obtenir les adresses des collectionneurs spoliés. La nuit, à l'orangerie, elle répertoriait dans son petit carnet tout le récapitulatif de toutes les œuvres qu'elle avait vues passer, d'où ça venait, où ça allait, dans la mesure où elle savait. Ça a été une mine d'or pour les musées français et pour les collectionneurs français après la Libération. Rose Valland signale que ce tableau de Braque va être échangé. Donc nous avons les documents de l'échange. Ça, c'est un document qui se trouve dans les archives du Louvre et il existe le même document dans les archives du Quai d'Orsay. Et c'est tout à fait intéressant de voir la corrélation entre les échanges que note Rose Valland sur cette période et l'arrivée de Göring. Alors, par exemple, nous avons notre échange qui nous intéresse, il est du mois de février 1942, et Göring est là le 25 février 1942. Et c'est ainsi qu'on trouve le Braque, l'homme à la guitare, la pièce 1062, avec la référence HG, Hermann Göring. Donc l'homme à la guitare disparaît en 1942. Comme le Braque, Profil devant la cheminée de Matisse va aussi faire l'objet d'un troc. Il fait partie d'un lot de 4 Matisse que Göring échange à un marchand d'art collaborateur contre un tableau de Jan Bruegel. Ici, on voit qu'un membre de l'ERR, de cet état-major qui est dédié à la spoliation des œuvres d'art, s'apprête à lui servir une coupe de champagne. Et cette œuvre qu'il a entre les mains, c'est le port d'Anvers de Jan Bruegel. Et Göring est en train de sceller l'accord qui est de récupérer le Jan Bruegel et d'échanger aux marchands d'art les 4 Matisse pillés, spoliés aux familles juives. Le marché de l'art à Paris pendant la guerre est un endroit extrêmement florissant et animé. On travaille en réseau. C'est un marché illégal, c'est un marché parallèle qui va travailler en réseau, avec des filières qui vont se dessiner. Il y avait des ventes aux enchères à Drouot constamment. Beaucoup de marchands d'art étaient ouverts, ce qui implique beaucoup de collaboration. Évidemment, ça passait par la collaboration. Tout le monde, je le dis en toute honnêteté, galliériste français pendant l'occupation, tout le monde a profité de la spoliation. Et d'ailleurs, nous sommes le 31 octobre 1942, vente des biens de l'Israélite Cannes, 3 jours de vente. Gazette de l'Hôtel Drouot, 3 jours de vente. Est-ce que vous savez ce que c'est que 3 jours de vente? C'est des centaines de toiles. Et ça, c'est la part française. Les 2 tableaux de Braque et Matisse, volés à Alphonse Kahn et à Paul Rosenberg, s'évaporent dans le marché parallèle. Les nazis poursuivent imperturbablement le pillage du patrimoine artistique européen. Les mêmes méthodes furent utilisées pour transférer les gens de Paris à Auschwitz dans des trains et des wagons à bestiaux. Je pense qu'on peut faire une analogie avec la façon dont ils ont organisé le pillage. C'était plus ou moins la même méthode qui était appliquée. Partout en Europe, les nazis ont mis au service de la spoliation un système industrialisé, destiné à ne laisser échapper aucune œuvre. En 1942, en Autriche,
un collectionneur éclairé, Karl Grunwald, fuit le pays avec quelques-unes de ses œuvres, dont Soleil d'automne de Egon Schiele. Karl Grunwald est parvenu à faire sortir d'Autriche une grande partie des tableaux auxquels il tenait le plus, en déclarant leur valeur à la baisse, de façon à ce que personne ne s'intéresse aux œuvres qu'il avait collectionnées. Il les a fait transporter vers Strasbourg et les a placées dans un entrepôt. Lui-même a réussi à obtenir et à acheter un visa pour quitter l'Autriche et avait l'espoir, en traversant la France, de rejoindre les États-Unis par l'Espagne, mais le reste de sa famille n'a pas réussi à obtenir les visas et à acheter les visas à temps et a été déporté. Malheureusement, lorsque Karl Grunwald a dû quitter la France, il n'a plus eu accès à cet entrepôt et a dû, pour sauver sa vie, laisser les tableaux en France. Sa fuite a réussi. Au départ, il pensait pouvoir embarquer directement pour New York. Mais il a dû passer d'abord par le Maroc, où il a été détenu dans de très très mauvaises conditions et a énormément souffert. Ce que nous savons du tableau de Schiele est qu'il était dans une vente aux enchères, organisée par les nazis vers 1943, à Strasbourg. On ne sait pas s'il a été acheté ou s'il est resté invendu. On ne sait tout simplement pas ce qui s'est passé entre 1942 et aujourd'hui. En 1943, les 3 toiles sont escamotées dans le juteux marché parallèle. À la fin de la guerre, on fait les comptes. La spoliation par le Troisième Reich concerne plus de 600 000 œuvres d'art. Karl Grunwald s'est réfugié à New York, d'où il ne reviendra pas. Alphonse Kahn restera à Londres. Seul Paul Rosenberg rentrera à Paris dès la fin de la guerre. Quand mon grand-père débarque en 1945, il se met à la recherche de ces tableaux et les langues commencent à se délier. Et mon grand-père, j'aurais aimé qu'il fasse peut-être une véritable action en justice. Or, il est allé un peu comme Monte Cristo, en disant « je vais me venger ». Et il allait dans les galeries et il disait « ça c'est à moi, et ça c'est à moi, et ça c'est à moi ». Même je crois que l'un d'entre eux lui avait dit « ah non, 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 moi j'ai pas vu un seul de vos tableaux ». Bien entendu, vous pensez bien que si j'avais vu un de vos tableaux, je l'aurais signalé ou j'aurais fait en sorte qu'il soit mis à l'abri. Et puis mon grand-père dit « celui-là, celui-là c'est à moi ». Ah bon, alors ça doit être une erreur. Et il le lui rend. Le monde de l'art était très petit à l'époque. Tout le monde savait que telle ou telle peinture provenait de la galerie de Paul Rosenberg. Vous l'aviez vu, quelqu'un vous en avait parlé. C'était très clair. On est dans la collaboration artistique. Si on veut trouver et si on veut faire la traçabilité dès cette époque, il suffit de regarder les catalogues de Paul Rosenberg. Les marchands qui ont collaboré pendant la guerre et qui ont fait fortune, à ce moment-là, ont prétendu qu'ils ne savaient pas. Or, un marchand, par définition, ça sait. Ou alors c'est un brocanteur du coin de la rue. C'était évidemment de la mauvaise foi. Dans les années d'après-guerre, les collectionneurs se mettent en quête de leurs biens volés dans un marché international inondé d'œuvres au passé trouble. Une commission de récupération artistique est instituée le 24 novembre 1944. 45 400 tableaux sont identifiés et restitués via cette commission dès l'après-guerre. Mais il en reste plus de 50 000 dont on ne retrouve pas la trace. Dans les années 50 et 60, on ne se pose pas ces questions. Il y a une non-mémoire de ces pillages. Quand vous vous rendez compte que ce n'est que l'historien Paxton qui a mis à jour les complicités du régime de Vichy dans les déportations des Juifs dans les années 70, donc 30 ans ou 25 ans après la fin de la guerre, vous imaginez bien que l'itinéraire des tableaux pouvait être ignoré. Le pillage des œuvres d'art est néanmoins considéré par le tribunal de Nuremberg comme un crime de guerre. Alphonse Kahn meurt en 1948 à Londres sans que l'on sache s'il a remis la main sur l'homme à la guitare. Paul Rosenberg en 1959 en ignorant ce qu'était devenu Profil devant la cheminée. Et Karl Grunwald en 1964 en chargeant son fils de rechercher encore et toujours Soleil d'automne, son tableau préféré.
9 millions de francs, c'est le prêt payé par le centre Georges Pompidou pour acquérir un tableau de Braque, L'homme à la guitare. C'est un tableau qui a été donc effectivement vendu à la vente Lefebvre en 1965 pour la somme. Il faut attendre 36 ans après la fin de la guerre pour voir ressurgir au grand jour l'un des 3 tableaux dans un très célèbre musée français. En 1981, le centre Pompidou intéresse les médias grâce à l'acquisition spectaculaire de L'homme à la guitare, joyau cubiste de Georges Braque. À ce moment-là, il n'est plus fait mention d'Alphonse Kahn, mort en 1948. Dans les années 1980, les histoires de spoliation ne suscitent pas encore l'intérêt. Ce n'est qu'au milieu des années 1990 que la question de la restitution se pose enfin avec acuité. Le ministère des Affaires étrangères a décidé d'ouvrir ses archives au public, et en particulier le rapport de l'ERR, qui consigne les listes et références de toutes les œuvres et familles spoliées. En 1996, j'ai un client qui un beau matin est venu me voir, un héritier Kahn lointain, en apportant ça. Ce rapport de l'ERR, il est donné à chacune des familles. Voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il me dit, je suis allé aux Affaires étrangères, j'ai récupéré la liste ERR, regardez ce que je trouve. Et c'est à Beaubourg, ça dort tranquillement sur un mur à Beaubourg. Les héritiers Kahn entreprennent donc en 1996 de demander à Pompidou la restitution à leur famille de L'homme à la guitare, tableau spolié à leur aïeul, Alphonse Kahn. Nous avons pris contact avec le responsable du musée, à l'époque, à Yagon. Et là, c'est vrai que nous avons un moment un peu sinistre, puisque le musée Beaubourg ne veut rien entendre. On a mis un certain temps à réagir parce que nous avions estimé que si en effet cette œuvre avait bien subi un moment la politique de spoliation des nazis, elle était réapparue à la fin de la guerre dans des conditions qui pouvaient laisser supposer qu'il y avait eu une transaction entre Alphonse Kahn et André Lefebvre. André Lefebvre est une figure du marché de l'art parisien chez qui le tableau réapparaît après la guerre, c'est-à-dire après qu'il ait été spolié. Le centre Pompidou laisse entendre que André Lefebvre aurait pu acquérir le tableau tout à fait légitimement. S'il l'avait fait, on en aurait une trace. Curieusement, les archives d'André Lefebvre, données au centre Pompidou, sont très complètes jusqu'en 1939. De la spoliation à 1945, il n'y a rien. Comme par hasard. Elles se sont évaporées. André Lefebvre reste néanmoins associé à L'homme à la guitare dès la réapparition du tableau après la guerre, puisque c'est lui qui prête officiellement l'œuvre pour une exposition de 1948 en Allemagne, à Fribourg-en-Bresgau. On peut penser que l'exposition de Fribourg était un moyen de faire apparaître le tableau comme appartenant à André Lefebvre. Comme un blanchiment. Voilà, l'œuvre réapparaissait et appartenait au grand collectionneur et mécène André Lefebvre. C'est vraiment prêté aux organisateurs de ces expositions des intentions très, comme ça, extrêmement perverses. C'est vraiment leur prêter des intentions extrêmement noires que d'imaginer qu'ils se sont livrés à des opérations de blanchiment de toiles spoliées, d'œuvres spoliées. Il est impensable que André Lefebvre se soit comporté en propriétaire tout à fait ouvert de ce tableau, et ce, du vivant même d'Alphonse Kahn, sans qu'il y ait eu un accord entre Alphonse Kahn et André Lefebvre. Quelle était la nature de cet accord? Est-ce que c'était une vente? Est-ce que c'était un échange? Ou quoi que ce soit d'autre? Il n'en existe aucune trace aujourd'hui. Il y a un article en 1974 dans Connaissance des Arts, par son filleul Jérôme Peignot, qui allait déjeuner très souvent chez André Lefebvre, et qui dit lui-même qu'il ne savait jamais d'où venaient les tableaux. Et Lefebvre ne lui en parlait jamais. Alphonse Kahn, après-guerre, réclame beaucoup d'œuvres qui lui ont appartenu. Pourquoi ne réclame-t-il pas celle-là, alors que c'est l'une des œuvres les plus importantes qu'il a possédées? On peut se dire, éventuellement, mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'il estimait avoir cédé cette œuvre à un tiers, à André Lefebvre. Tout ce qu'on apportait comme document donnait lieu à « on va faire des recherches nous aussi, on se revoit plus tard », et il revenait avec une réponse toute faite pour dire « bah non, ça n'est pas possible ».
C'est typique des musées de faire traîner en longueur les négociations, même quand la situation juridique est relativement claire. Et cette longue durée a bien sûr en partie comme objectif d'user les requérants. On essaye de négocier un autre montant pour la transaction ou un tout autre accord qui soit plus avantageux pour le musée ou pour le propriétaire. Pendant 2-3 ans, on a essayé de négocier avec eux et comme ils n'entendaient rien, il a fallu prendre le taureau par les cornes. Nous avons déposé plainte pour recel. La famille considère qu'il y a recel puisque on démontre que le tableau a été spolié, mais que le musée le garde. Et donc, la séance suivante, ça a été deux représentants de la famille Kahn et moi-même avec Ayagon dans le bureau du juge, et ça a été un grand moment de plaisir pour nous, moins pour eux. La première spoliation est celle par les nazis en 1940, et la deuxième est quand le Centre Pompidou refuse de rendre le tableau. La plainte pour recel déclenche une enquête de plusieurs années menée par un juge d'instruction. C'est à ce moment-là, en 2005, que le hasard vient combler un autre vide de 60 ans. Le tableau de Karl Grunewald, peint par Egon Schiele, Soleil d'automne, réapparaît mystérieusement dans une banlieue grise de l'Est de la France. Il avait déjà été exposé en 1914 à Munich, à Bruxelles, puis à Vienne et à Paris. Ce que vous voyez ici, le descriptif de la peinture, concerne sa provenance, car il a été très bien archivé. Donc on a beaucoup d'informations jusqu'à 25 ans après la création, mais après ça, plus aucune trace. La peinture date de 1914, à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale. On voit les tournesols. Derrière, on voit le soleil déclinant. C'est un soleil d'automne. Les rayons sont faibles, il n'est pas chaud, il est froid. Les rayons du soleil sont tellement faibles que les tournesols ne se tournent pas vers lui. Avec Schiele, les tournesols se tournent vers nous et nous regardent comme des êtres humains. Ils s'étiolent, ils périssent. C'est le symbole du déclin et du vieillissement. C'est interprété comme un symbole apocalyptique de la Première Guerre mondiale. Karl Grunewald était lieutenant stationné à Vienne pendant la Première Guerre mondiale. Egon Schiele, jeune soldat travaillant dans l'administration, était très malheureux de sa fonction. Il a beaucoup souffert en tant que fonctionnaire soldat. Grunewald a veillé à ce qu'il soit transféré à Vienne pour pouvoir vivre dans de meilleures conditions. Qu'il ait par exemple le droit de dormir chez lui et non à la caserne. Ce qui lui a permis de continuer à travailler, ce qui était très important pour l'artiste. Il l'a sauvé. Il lui a probablement sauvé la vie en l'éloignant des tranchées. Il lui a commandé une peinture, et à partir de ce moment-là, il a commencé à rassembler l'ensemble de son œuvre. Grunewald était un collectionneur extraordinaire qui a reconnu, mais bien avant les autres, le talent incroyable de Schiele, dont la production est relativement limitée puisqu'il est mort à 27 ans seulement, donc très très jeune. Et Grunewald a acheté une grosse partie de sa production et beaucoup de tableaux, le soutenant non seulement artistiquement, mais moralement et humainement aussi. En 2005, il n'y a que très peu d'œuvres de Schiele en circulation. L'artiste est mort à 27 ans et ses tableaux inconnus sont désormais très rares.
Soleil d'automne réapparaît comme par enchantement dans les alentours de Mulhouse, dans l'appartement meublé acheté quelques années plus tôt en Viager par une famille ouvrière. C'était l'automne. C'était à l'automne 2005 que nous sommes venus ici. On a reçu l'appel d'un avocat de Mulhouse qui nous a dit qu'un de ses clients avait découvert quelque chose dans son appartement et qu'on devrait jeter un coup d'œil. Nous pensions que c'était impossible, que c'était un faux, une copie ou une reproduction. Il y a de vieilles reproductions de ces peintures. C'est un chef-d'œuvre. Ça ne se trouve pas comme ça. On savait que si c'était l'original, il vaudrait plusieurs millions de dollars. On a monté les escaliers. Il y avait de la lumière qui provenait de la fenêtre et la peinture était posée par terre contre le mur. Nous l'avons vue et en seulement quelques secondes, nous avons su que c'était elle. C'était cette peinture perdue que personne n'avait vue depuis 60 ans. Soleil d'automne de Schiele, peinte en 1914. Pour certains acteurs et observateurs du monde de l'art, le récit de cette réapparition magique, orchestrée par Christie's, est presque un peu trop beau pour être vrai. J'ai parlé avec les héritiers à New York. Et très probablement, c'est la version officielle. Mais en fait, c'est juste une histoire de gros sous, non? Il y a ce jeune homme, très sympathique, qui est en possession de la peinture. Et nous savons que la grande famille Grunewald, éparpillée à travers le monde, est en droit de la récupérer. Le cas de Soleil d'automne a été une occasion formidable pour une société de vente aux enchères telle que Christie's de se présenter au grand public comme un intermédiaire essentiel, comme le sauveur d'une œuvre d'art importante. Un gros coup de chance donc pour Christie's. Le tableau était soi-disant porté disparu depuis des décennies. Personne, soi-disant, ne savait où il se trouvait. Même les habitants de cet appartement ne connaissaient pas la nature du tableau. Et c'est alors qu'un expert, tel que Christie's, peut résoudre cette affaire. Et il n'est même pas donné aux héritiers la possibilité de choisir la solution qu'ils préfèrent. Le but n'était pas juste de le rendre, mais si possible de trouver une solution. Cette peinture était aussi le symbole qui pourrait rapprocher à nouveau tous les membres de la famille Grunewald. Ils savaient tous que c'était la peinture que leur grand-père avait recherchée durant des décennies. Sur ce point, Christie's a donc joué un rôle essentiel. Malgré tout, Christie's n'a pas seulement fait une campagne de communication très positive, ils ont aussi gagné de l'argent. Cela n'était peut-être pas nécessaire s'ils avaient voulu raconter une vraie histoire émouvante, digne d'un conte de fées. Nous l'avons vendu 6 mois plus tard pour quelque chose comme 21,7 millions de dollars. Alors que nous l'avions trouvé dans un appartement qui coûtait une infime partie de ça. Avec les recettes de la vente, il aurait probablement pu acheter toute la rue.
La famille Grunewald voulait qu'ils soient à la table. Nous avons réuni tout le monde dans un hôtel près de Christie's et nous étions assis autour d'une longue table ovale. Je ne l'oublierai jamais. Un des membres a fait un speech et ils l'ont accueilli comme un nouveau membre de la famille Grunewald. C'était très émouvant. Nous ne savons rien. Et je suis sûr que les personnes concernées, à cause du devoir de confidentialité qui est toujours inscrit dans de tels contrats et qu'ils doivent vraiment respecter, sous peine de devoir faire face à de gros inconvénients, ne nous permettront malheureusement pas de connaître la pleine vérité. Nous ne parlerons pas de la façon dont nous avons résolu cette affaire. Mais ils ont trouvé un accord, disons-le comme ça. Vous avez remarqué que je souris un peu lorsque vous me parlez de cette histoire. Il s'agit d'une situation qui n'est pas rare, dans laquelle des sociétés de vente aux enchères ou des marchands d'art s'adressent aux héritiers de collectionneurs juifs et leur disent « Nous savons où se trouve votre tableau. Nous ne pouvons pas vous le dire, mais nous pouvons servir d'intermédiaire pour parvenir à un accord de façon à ce que vous profitiez de la vente au même titre que le propriétaire actuel. » C'est certes très pragmatique, mais juridiquement, c'est très discutable, puisque selon moi, la famille Grunewald aurait dû récupérer sa propriété. Ceci est assez courant, on ne doit pas juger. Le résultat parle pour lui. Le tableau est réapparu, il est redevenu célèbre après des décennies. Il a été arraché à l'oubli. Mais le marché a parlé, et le marché a permis au tableau d'obtenir une valeur incroyable. Nous espérons que cette histoire servira d'exemple pour d'autres affaires de restitution. Une solution amicale est toujours possible. 21,7 millions d'euros. Quel que soit le mystérieux arrangement, c'est sur cette somme que s'est conclue la vente aux enchères. Pendant ce temps-là, l'enquête du juge d'instruction sur l'homme à la guitare de Braque s'éternise. Le dialogue reste électrique entre le Centre Pompidou et les héritiers d'Alphonse Kahn. La plainte pour recel a déclenché de longues recherches qui n'ont pas réussi à élucider le flou historique entourant le trajet du tableau juste après sa spoliation. Cette plainte n'a pas eu de suite judiciaire, vous le savez. L'affaire a été classée par le juge. Le juge, à l'époque, m'a entendu. Cette étude a pris un certain nombre d'années. Elle n'a jamais pu établir formellement qu'à un moment donné, un acte de cession avait été organisé entre Alphonse Kahn et un tiers. Donc là, on a fini par conclure que le doute devait profiter aux ayants droit d'Alphonse Kahn. Le Centre Pompidou a gardé le tableau et a dédommagé la famille. Il y a eu un protocole d'accord. La famille Kahn a certainement pris la bonne décision que le tableau reste à Pompidou. Je pense qu'elle a fait un geste extrêmement généreux et juste en ne monnayant pas au maximum de ses possibilités cette œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, un tableau comme ça ferait facilement entre 60 et 80 millions d'euros. Ce ne serait pas étonnant, on n'en trouve plus. C'est introuvable, c'est d'une grande rareté, et c'est quand même un symbole d'un des mouvements, si ce n'est le mouvement le plus important du XXe siècle. Un des chefs-d'œuvre de l'art du XXe siècle et de l'art français du XXe siècle. C'est un tableau qui a été donc effectivement vendu à la vente Lefebvre en 1965 pour la somme que vous avez dit. Aujourd'hui, les musées se considèrent comme les responsables de la préservation de l'art. Beaucoup de musées, confrontés à des demandes de restitution, répondent « Depuis des siècles, nous avons sauvé, protégé, rendu accessibles ces œuvres. » C'est notre mission, et nous ne voulons pas qu'un tableau, devenu depuis extrêmement précieux, ne disparaisse dans la sphère privée. Pour les musées, ça a toujours été une affaire très compliquée. Parce qu'ils n'envisagent pas une peinture ou une œuvre d'art comme une œuvre qui a été volée. Ils envisagent une œuvre d'art comme une œuvre qui appartient ou pas à un musée.
Et nous savons que pour de nombreux conservateurs, une fois qu'un objet est à l'intérieur d'un musée, il ne doit en sortir sous aucun prétexte. Et les musées, je les comprends, ils ont du mal à se défaire de ces œuvres-là parce que elles ont été sur leur mur depuis 30 ans ou 40 ans et tout d'un coup, on leur demande de les rendre. Ben, oui, finalement, ça ne leur appartenait pas, ils en étaient les dépositaires. Je comprends leur frustration, mais c'est aussi logique qu'ils rendent des choses qui ne leur appartenaient pas. C'est quand vous êtes, oui, dépositaire de quelque chose qui n'est pas à vous. Le cas du Braque reste encore aujourd'hui une affaire très sensible dans la mémoire du Centre Pompidou, qui a dû verser, après l'achat de 1981, une deuxième très grosse somme d'argent, confidentielle celle-là, pour garder l'œuvre dans les collections nationales. Le cas du Matisse de Paul Rosenberg nous raconte une autre histoire. Le tableau réapparaît en 2012, ironiquement dans le même musée Pompidou, lors d'une rétrospective Matisse, 67 ans après sa disparition. Prêté par une fondation norvégienne d'Oslo, Profil devant la cheminée est exposé parmi des dizaines d'autres Matisse. Il se trouve que moi, je ne connaissais pas par cœur la liste des tableaux manquants, et donc je passe à côté. Et heureusement, certaines spécialistes, notamment Emmanuel Pollack, le remarquent, le signalent, et notre famille est prévenue qu'il y a un tableau qui appartient à la famille. Nous avons été contactés au printemps 2012 par l'avocat de la famille Rosenberg à New York. Ils nous ont présenté les papiers de l'ERR à Washington et revendiqué que la peinture était volée. C'était le premier cas en Norvège. C'était donc un lourd fardeau pour un petit musée d'enquêter sur un sujet si sensible. Quand nous savons dans quelles conditions l'œuvre a été perdue, puis vendue à l'époque nazie, cela devient plus compliqué, parce que nous devons retrouver le parcours de l'œuvre d'art sur les 50 années suivantes. Sachant qu'elle a parfois été vendue 4 ou 5 fois entre-temps. Et ça, c'est très difficile. Quand nous avons enlevé la peinture du cadre, nous n'avons trouvé aucune trace ou preuve de l'histoire de la peinture. La seule marque au dos du tableau était le sceau de la couronne norvégienne. Donc nous savions qu'elle avait été importée en Norvège. Comme pour le Braque, les héritiers doivent démontrer que Profil devant la cheminée appartenait bien à Paul Rosenberg. Il faut donc apporter les preuves qu'il se trouvait dans son coffre de Libourne. Aux archives du ministère des Affaires étrangères, on peut retracer les démarches de Paul Rosenberg qui part retrouver ses toiles dès la fin de la guerre. Là, il y a une petite note très importante. Alors, coffre de Libourne, ainsi que je vous ai fait part par ma lettre du 15 écoulé, le coffre de Libourne a été ouvert par effraction le 28 avril 1941 en présence des autorités occupantes. Et donc ce coffre va être transféré dans un autre coffre et un inventaire va être dressé par le directeur de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, Monsieur Rogano. Donc ici, on voit bien qu'une peinture de Matisse, femme au profil devant une cheminée, dont les dimensions sont de 60 par 81, figure bien dans cet inventaire dressé par Rogano du coffre de Libourne. Et on sait qu'en septembre 1941, ces œuvres arriveront au musée du Jeu de Paume. Sur le revers d'un carton de documentation, d'un dessin de Matisse, je vois une liste, un inventaire avec profil bleu devant la cheminée, avec le numéro d'inventaire de la collection Paul Rosenberg. Et le fait qu'elle soit présentée avec cette phrase « Prix soit à Florac, soit à Paris » m'incite à penser qu'elles n'ont pas été récupérées dès les musées d'après-guerre, mais qu'il est bien en train encore de chercher ces œuvres. La présence de Profil devant la cheminée dans le coffre de Libourne confirme donc son appartenance à Paul Rosenberg. Reste encore à déterminer si le couple Henny-Onstad, au moment où il en a fait l'acquisition, savait qu'il s'agissait d'un tableau spolié. Dans la fondation norvégienne, il est rentré avant les années 60, puisque entre 60 et 63, je le piste dans les catalogues d'exposition environ 17 fois.
Ce qui me fait dire que les époux propriétaires de l'œuvre sont de bonne foi. Parce que lorsqu'on prête une œuvre, on n'a pas peur de l'exposer, on ne craint pas les revendications d'une famille. Donc, ils ignorent. Le problème que pose la recherche de provenance est qu'on ne peut jamais être sûr. Vous devez prendre une décision basée sur les seuls éléments dont vous disposez et à partir de là, vous décidez ou non de rendre l'œuvre, ce que nous avons fait. Mais il y a toujours une partie de l'histoire qui reste un mystère. La restitution de la peinture de Matisse de la collection Rosenberg par un musée privé norvégien est un cas de restitution extrêmement inhabituel. Inhabituel parce que, et je trouve ça très étonnant, même si très positif, cette fondation privée s'est déclarée prête à rendre une œuvre en sa possession à la famille Rosenberg sans y être obligée par le droit norvégien. C'était triste de voir la peinture partir, mais je suis sûre que nous avons pris la bonne décision. Et c'était ça le plus important pour notre établissement et pour moi. C'est surtout très émouvant de retrouver une toile comme ça, parce que c'est qu'est-ce qu'elle a vu passer, quelle vicissitude depuis qu'elle a été peinte dans l'atelier de Matisse et qu'elle est allée directement de l'atelier de Matisse à la galerie de mon grand-père. Et puis que subitement, la guerre est arrivée et que là, elle s'est retrouvée dans une sorte de maelstrom, passant d'une camionnette de la Gestapo à des entrepôts gardés par les nazis, de là à des marchands véreux qui l'ont écoulée. Et elle se retrouve avec, au fond, une histoire incroyable. Et le pillage des œuvres d'art reste quand même un des symboles de ce qu'ont voulu faire les nazis, ce qu'ont échoué à faire les nazis et de ce que les Alliés ont essayé de restaurer la culture européenne qui avait été pillée.